Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Aujourd'hui, je vais répondre à Laïla qui a laissé plusieurs messages du coup sur l'application SpeakPipe, ce qui lui a permis d'approfondir et de faire une réponse construite sur différents sujets. Merci beaucoup Laïla pour ce temps et cet échange très riche. Je suis vraiment ravi d'avoir pu écouter ta pensée ainsi développée. Elle va nous parler du podcast, notamment de celui avec Héloïse Junier, l'épisode 80, donc le cadre non violent. Elle va nous parler justement du parcours de ses familles et de son envie à elle que les pouvoirs publics prennent le sujet d'une manière efficace, en tout cas pour accompagner les parents et arrêter de pointer du doigt et de culpabiliser en pointant les amendes et les punitions et les sanctions. Vous vous doutez bien que je suis extrêmement d'accord avec son propos, mais je le préciserai plus tard. Et bien sûr, derrière, elle va nous parler aussi du sujet des invités contradictoires que j'avais déjà pu évoquer précédemment dans d'autres réponses et dans d'autres épisodes, ainsi que l'instruction en famille. Merci beaucoup Laïla pour tout ce temps et ces messages. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tes audios, tout simplement parce que c'est un format que j'aime beaucoup, parce que à chaque fois j'essaie de vous imaginer en face de moi. Et vous allez voir que parfois quand c'est des sujets qui me touchent, je peux un petit peu m'emballer quand je réponds. Mais c'est comme ça. Je suis comme ça par moment. En tout cas en vrai, je suis comme ça et j'aime beaucoup ce format où je nous imagine en train de prendre un verre, un café, ce que vous voulez, et on aurait des discussions engagées comme ça, et du coup ça me fait très plaisir d'avoir ces échanges-là ici avec vous sur ce support. Je vous laisse tout de suite écouter la réponse de Laïla, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cédric, moi c'est Laïla, je viens d'écouter le dernier épisode avec le docteur Héloïse Junier et avant tout je voulais vous remercier de la qualité des sujets et des informations que vous transmettez à travers votre podcast. C'est vraiment très important. C'est quelque chose en plus qui est vraiment qui est mis à la portée de tout le monde, en tout cas de manière gratuite pour nous et via des podcasts qui peuvent s'écouter un petit peu n'importe où, même si on est d'accord que c'est pas forcément accessible pour toute personne, mais en tout cas au maximum et avec vraiment des sujets et des informations de qualité. Ce qui a été vraiment intéressant dans la discussion que vous avez eue lors de cet épisode, c'est vraiment de parler du fait que il y a le cadre qu'on met en place, qu'on essaye de mettre en place avec nos enfants, et la réalité du terrain. Et cette différence-là, elle est vraiment très importante à communiquer, à transmettre, parce que effectivement, on a le droit de craquer, on a le droit d'avoir des moments où ce n'est pas possible, c'est juste impossible émotionnellement de gérer l'émotion qui passe, et que voilà, et que on a le droit d'être en colère aussi, on l'autorise à nos enfants, on doit se l'autoriser à nous-mêmes, et que c'est après la façon dont c'est pris derrière et que c'est repris derrière envers nous-mêmes et envers l'enfant qui est important. Et ça, c'est fondamental. Et malheureusement, je pense que effectivement, il y a les familles qui font le choix ou qui ne font pas le choix d'avoir l'éducation qu'elles ont reçue, quel que soit le type d'éducation. Il y a celles qui font le choix d'avoir une éducation différente et de se renseigner voilà, d'aller chercher ces informations-là. Et c'est extrêmement énergivore.
de changer le mode d'éducation qu'on veut mettre en place auprès de ses enfants, alors que nous-mêmes on l'a pas reçu. Et évidemment, vu que c'est pas une éducation qu'on a reçue, on est entouré de gens généralement qui ne sont pas non plus dans cet esprit-là de changement éducatif. Et ça aussi, c'est extrêmement énergivore. Et le fait d'avoir des informations qui vont dans le sens dans lequel nous on a choisi, ça c'est vraiment rassurant. Ça permet de s'apaiser, ça permet de se dire que ces choix-là, il n'y a pas que nous qui les faisions. Et ça c'est voilà, déjà c'est aussi un point très important. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense que les pouvoirs publics ont vraiment quelque chose à faire là-dedans, parce qu'il y a vraiment un gros problème. Les familles sont laissées à l'abandon, entre guillemets. La loi est passée effectivement depuis 2019 sur les VO, mais on s'attend à ce que les familles d'elles-mêmes change ça, sauf que c'est, comme je disais, c'est extrêmement énergivore, qu'on est entouré de gens qui sont généralement pas dans cette idée-là, et que du coup ça appartient aux familles, alors que ça devrait être une question de société. Si on veut changer effectivement toute cette violence sociétale dont on sait qu'elles sont aussi issues de ces violences de l'enfance, c'est la société, donc aussi les pouvoirs publics à bouger ces choses-là. On peut le faire à titre individuel, mais il faut le faire au niveau collectif. Et par exemple, moi, je vais régulièrement au LEP, lieu d'accueil enfants-parents, que j'ai la chance d'avoir au niveau de ma ville. Mais je pense que ce qu'il faudrait qu'il soit mis en place, ce serait vraiment des ateliers de parents qui soient accessibles pour tout le monde. Actuellement, il y a de plus en plus, il y a un boom, et tant mieux que ça soit le cas, d'ateliers de parents, de cafés de parents, mais généralement c'est à titre payant, et malheureusement du coup pas mis à la portée de tout le monde, sur des horaires qui sont pas accessibles pour tout le monde, ou en tout cas sur des tarifs qui sont pas accessibles à tout le monde, alors que c'est vraiment un enjeu de santé publique. Et donc du coup, pour pouvoir avoir accès aux informations que vous communiquez vous dans votre podcast, et qui devraient être en fait à la portée de tout le monde, avoir ces connaissances-là, déjà les personnes qui vont aller changer leur mode d'éducation, aller essayer de trouver cette information-là, oui, donc déjà, ça sera déjà plus facile pour elles, mais celles qui ne vont pas chercher ça pour une question, enfin peu importe pour la raison, mais du coup ça permettrait d'apporter des informations, et les personnes pourraient se poser des questions et se dire, est-ce que vraiment je veux faire comme ça? Quelle est l'incidence qu'il y a sur mes enfants, et pour la suite, et pour la collectivité, etc. Sans avoir une forme c'est pas d'imposer, mais en tout cas de pouvoir donner ces informations-là, et de pouvoir accompagner les parents, parce que quand on parle vraiment avec les parents, même les parents qui ont un mode d'éducation avec lequel on n'est pas forcément d'accord, enfin on n'est pas d'accord du tout, ont la plupart du temps une volonté de bien faire, et il y a le poids de la société et leur éducation que elles et ils ont eux-mêmes et elles-mêmes reçu, tout un tas de critères qui fait que au final ça donne, oui, des VO, mais en vrai, les familles, les parents, quand ils et elles font telle et telle chose, c'est dans l'intérêt de leur enfant. Enfin, ce qu'ils et elles pensent, c'est dans l'intérêt de leurs enfants. Et si on leur disait que voilà, l'intérêt de votre enfant, c'est quelque chose qui est important pour vous, et regardez avec telle et telle façon de faire ce que ça donne, ça leur permettrait d'avoir cette possibilité-là de changement, et de se dire, ah bon, moi, on m'a toujours dit que c'était comme ça, mais en fait, je me rends compte que c'est faux. Donc voilà, donc ça permettrait au plus grand nombre de pouvoir s'en saisir, et de pouvoir réfléchir sur une façon éducative différente, et d'avoir un impact sociétal derrière. Et c'est pas donné, voilà. Et actuellement, c'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas, les pouvoirs publics se donnent pas les moyens à ce que ça soit à la portée de tout le monde.
C'est vraiment dommage. On met en place une loi, mais on met pas en place les moyens pour que cette loi puisse vraiment aboutir et pas seulement avec des amendes, un aspect juridique de sanction, de punition, mais un aspect d'accompagnement, d'éducation, de proposition. Ça n'a pas été mis en place et c'est ça qui est vraiment problématique. Sur la qualité de votre podcast, c'est vraiment. Enfin, je vous remercie beaucoup de la qualité de vos intervenants, de la qualité de vos podcasts, de nous proposer des sujets qui sont toujours très intéressants et en ayant le moins de jugement possible par rapport aux familles qui font des choix différents et en essayant d'être dans la formation et dans l'éducation plutôt que d'être dans la sanction, qui est pas du tout ce qui est contre-productif. J'ai écouté le FAQ de l'été il y a pas longtemps parce que j'ai rattrapé mes épisodes de podcast il y a pas longtemps. Vous posiez la question d'interviewer des personnes comme Caroline Goldman ou d'autres personnes comme des personnages politiques, etc. Mais avec ce questionnement sur les personnes qui ont pas du tout le même point de vue sur certains sujets. Alors ça, je vous dirais, si vous voulez vous économiser, n'invitez pas ces personnes-là. Après, ça dépend sur quel angle vous voulez vous positionner, mais c'est vrai que si c'est pour essayer de les convaincre, je pense qu'on peut tomber d'accord que ça sera pas possible. Si c'est pour convaincre vos auditoristes, je pense qu'il y a pas, c'est pas nécessaire. Si c'est pour que les auditoristes de ces personnes-là vont garder leurs idées et ne seront pas convaincus par les échanges que vous pourriez avoir avec l'interviewé. Du coup, je pense, je disais qu'il valait mieux s'économiser du coup d'avoir des échanges avec des personnes qui sont vraiment à l'opposé de nos idées, à part si effectivement dans ces cas-là ça soit dans un média plus grand public où là effectivement il y a des gens qui soit n'ont pas d'avis sur la question ou des avis qui sont moins tranchés et qui peuvent du coup avoir des informations, pouvoir où on peut apporter des éléments de réflexion pour ces personnes-là. Et si c'est ça l'objectif d'avoir ces échanges-là, effectivement, à ce moment-là, vaut mieux le faire via un média plus grand public que soit un épisode de podcast de Papatriarcat, soit un épisode ou un média qui appartient à l'interviewé. Donc voilà. Donc sinon voilà, s'économiser parce que je disais au niveau des combats, si on veut porter des combats, en tout cas, enfin au niveau des politiques, je pense que les combats se font autrement que par voie d'interview ou de podcast. À ce moment-là, c'est un travail de fond qui est nécessaire et juste via une interview, ça ne changera pas, il me semble, l'avis de la personne qu'on a en face de soi. Ah, et comme je ne sais pas si ça a été enregistré ou pas, je suis moi actuellement dans une situation de refus de ma demande d'instruction en famille et donc c'est un gros sujet en ce moment ce qui se passe sur l'IEF. Je ne sais pas si c'est un sujet que vous vouliez aborder sur la chaîne Papatriarcat, sur les épisodes de podcast, mais c'est vraiment un sujet majeur, auquel je tiens forcément en ce moment et auquel beaucoup de familles tiennent. Des milliers de familles sont encore en situation ubuesque actuellement et c'est important de donner une vitrine à ces familles et à cette situation-là qui concerne pas que les familles en refus, qui concerne aussi les familles en plein droit dont vous faites partie et aussi toutes les familles qui ne le pensent pas forcément mais qui peuvent être confrontées un jour ou l'autre à cette
à ce choix de la liberté d'instruire leurs enfants. Je pense que je prêche inconvaincue, mais je pense que c'est important de le montrer au grand public et il y a plusieurs médias qui s'en sont saisis. Dernièrement, grand public, la Maison des maternelles qui a reçu en interview une personne représentante de l'EDA. Mais je pense que plus on est nombreuses et plus on est nombreux à apporter au grand public des informations sur ce que c'est l'instruction en famille et pourquoi il faut la défendre, plus ça sera dans notre sens. On a certains politiques avec nous, certains élus avec nous, certaines élus avec nous. Et il faut continuer comme ça parce que c'est inadmissible ce qui se passe actuellement en France avec une loi qui est déjà une des plus restrictives en termes d'obligations scolaires je pense dans le monde, clairement, avec l'obligation d'instruire à partir de 3 ans et cette loi donc depuis 2019 et en plus cette loi-là qui vient se rajouter cette loi séparatisme qui n'a rien à voir avec l'IEF. Donc voilà. Donc ça serait super si vous pouviez si vous pouviez interviewer ou que vous puissiez parler de ce sujet-là à titre personnel ou à titre général. Et sinon, je voulais vous remercier vraiment encore vraiment beaucoup de la qualité des épisodes, de tout le contenu que vous pouvez mettre à disposition à travers le podcast et puis les différents médias. Alors je ne suis pas sur Instagram, mais en tout cas sur Facebook et à travers ce podcast-là. Et on a besoin d'avoir cette information-là. On a besoin d'avoir ces différents professionnels et voilà experts qui puissent s'exprimer, mais aussi tout un chacun des témoignages des personnes, des vécus, vous, votre expérience, etc. On a besoin de ça, on a besoin de ces échanges-là et aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ça. J'ai pas encore eu la possibilité de m'abonner à Papatriarcat Plus, mais vu la qualité de Papatriarcat, je pense que voilà, ça n'apporte que des choses supplémentaires et de qualité, et j'espère pouvoir le faire très bientôt. Et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Eh bien merci beaucoup Laïla pour ton soutien, pour tous tes remerciements, ça fait chaud au cœur. Et j'espère bientôt pouvoir te compter parmi les abonnés Papatriarcat Plus. En effet, il y a des contenus qui sont très intéressants et il y a d'autres choses qui vont être proposées bientôt parce que les moyens techniques évoluent et j'espère que ça va arriver très très vite. Alors, concernant l'épisode avec Héloïse Junier, en effet, moi c'est un épisode que j'aime beaucoup. Je voudrais juste vous informer de l'arrivée de cet épisode. C'est que vous l'avez sûrement vu sur la fin du printemps, pendant l'été. L'éducation positive a été très attaquée. On a dit ceci, on a dit cela. Et en fait, on m'a sollicité pour réagir. Et tout simplement, en fait, si vous voulez, au lieu de dire on va aussi attaquer les autres, parce que Dieu sait qu'on pourrait dire plein de choses. L'idée, c'était de pas aller sur ce terrain-là et plutôt de dire, ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que l'éducation positive, c'est l'absence de cadre. Qu'est-ce qu'on entend, du coup, quand on nous dit ça ? On nous dit, écoutez, vous êtes bien mignon avec votre cadre éducation positive, mais on n'y arrive pas parce que c'est compliqué. Très bien, faisons un épisode là-dessus. C'est plutôt ça, en fait. C'est toujours essayer plutôt de chercher de comprendre plutôt que de rentrer dans l'opposition et de convaincre. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait l'épisode sur le cadre. Et je remercie vraiment la docteure Héloïse Junier pour toute la pertinence de son propos. Les retours sur cet épisode sont vraiment très très nombreux, extrêmement positifs. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir la reconnaissance de ce travail pour des personnes comme Héloïse Junier, qui sont en permanence dans l'accompagnement des familles, tout en essayant de militer encore pour la reconnaissance de l'enfant et des droits de l'enfance dans notre société, et donc pour chercher à changer la société là où d'autres raisonnements cherchent à changer les gens pour
les adapter 100% à la société. Voilà, le sujet idéologique, il est là. Donc merci beaucoup pour votre soutien sur cet épisode-là. Et donc en effet, amener de la nuance dans le cadre, c'est important, et c'est impossible de toute façon pour nous parfois de gérer l'émotion qui passe en nous. On a aussi le droit d'être en colère, et je vais vous dire quelque chose, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans ce podcast et que je dis souvent sur les réseaux, c'est que c'est très sain pour l'enfant de nous voir être en colère. Ce qui n'est pas sain, c'est d'avoir des comportements qui sont inappropriés. Et encore, comme nous le soulignons dans l'épisode, même si imaginons, je vais peut-être vous choquer, mais même si, imaginons, vous giflez votre enfant, vous le regrettez, vous réparez, et vous montrez que ce comportement n'est pas approprié, mais que vous pouvez être débordé, et ça c'est essentiel aussi pour l'enfant. Le sujet qui est problématique, c'est quand la base de l'éducation, c'est la violence. Voilà. Donc que ce soit des coups, des humiliations, de l'isolement, voilà, quand la première intention de l'éducation, c'est ça, c'est là que c'est problématique. Quand il y a un dérapage, un craquage, nous sommes tous et toutes humains, même si, bien entendu, je ne les encourage pas, absolument pas. Je l'ai déjà dit suffisamment de fois. Moi, un parent qui a une volonté d'éducation non violente et qui craque, il a certainement pas besoin qu'on lui mette encore plus la tête sous l'eau et qu'on lui dise que c'est pas bien. Voilà, j'y reviendrai un petit peu après. En effet, les familles qui, comme vous le soulignez, Laïla, les familles qui font le choix d'avoir une éducation différente, c'est énergivore, c'est terriblement énergivore. Ça demande une ressource incroyable. Et en effet, je te rejoins aussi, l'implication des pouvoirs publics doit être questionnée sur le sujet. Voilà, très clairement. On a lancé une loi, c'est quelque chose qui a été laissé à l'abandon, si ce n'est quelques campagnes de ci, de là, dont j'ai déjà été critique. Je n'ai aucun problème à être critique avec le travail qui est mis en œuvre dans les campagnes sur le sujet, tout simplement parce que on est toujours dans cette problématique de culpabilisation. Je vais y revenir encore juste après. Tu parles des ateliers de parents et de la difficulté d'y avoir accès, mais clairement, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème à plusieurs endroits. Le premier, c'est que, en effet, c'est souvent très cher. En tout cas, ça demande un fort engagement financier sur la durée. Et surtout aussi, ça ferme à certaines familles l'accès à ces possibilités d'accompagnement. Et ensuite, je pense qu'il y a un vrai sujet de référentiel sur ce qu'est l'accompagnement parental et la guidance parentale. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, Anne Reynaud est en train de travailler en commission sur ce sujet-là, et il me tarde de voir les résultats de ses travaux en commission, parce que je pense, moi, qu'il y a un vrai sujet sur ce marché de l'accompagnement parental. Alors, moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait un marché privé là où il y a une absence de pouvoir public. Voilà. Je vais préciser ma pensée juste après. En l'occurrence, ça ne me choque pas qu'il y ait ce marché. Par contre, qu'il ne soit pas réglementé, ça me dérange profondément. On peut voir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, des gens venir vous raconter que c'est incroyable, et surtout venir vous vendre des méthodes magiques. Alors que ce soit des gens qui vont vous dire que vous allez être la maman la plus épanouie ou le papa le plus épanoui, ou bien des gens qui vont vous dire que tout n'est qu'oppression et qui vont mettre les parents dans une espèce de blocage, de blocage parentaux. Je me rappelle très bien de discussions avec des parents que j'ai pu avoir qui me disent « Là, j'ai envie de lui hurler dessus, j'ai vraiment envie de péter un câble, alors je pense à m'isoler, mais du coup si je l'isole et que je le laisse tout seul, en fait c'est aussi une VO. En fait, il y a des gens qui vous font croire que tout n'est que violence éducative ordinaire. Je pense qu'à un moment il faut se remettre dans la vraie vie, et moi je le dis dans l'épisode avec Héloïse Junier, et j'ai aucun problème à le dire, que très sincèrement, moi je préfère que vous isoliez, quitte à ce que votre enfant pleure dans une situation sécurisée, plutôt que vous soyez en train de lui donner des beignes. Enfin, je sais pas qui pourrait vous dire le contraire de manière pertinente. Et en même temps, on vous vend aussi une espèce de méthode miracle, comme quoi isoler l'enfant dès ses 1 an, ça marcherait, et qu'en quelques jours, au moment où j'enregistre cet épisode, ce matin même, on m'a envoyé un réel d'une personne qui dit qu'en quelques jours, bam, l'enfant ne tapera plus et n'aura plus de comportement problématique juste avec une méthode, et que c'est universel et que ça marche avec tous les enfants, et ceci et cela. Alors, excusez-moi, mais là, en termes de discours marketing, ça se pose là quand même.
Voilà, désolé, fallait que ça sorte, du coup. Les parcours de changement sont difficiles, comme vous l'évoquez, oui. Alors, visiblement, je vous vois et je tutoie dans cette réponse. Voilà, désolé, j'ai pas réussi à me positionner. Dans tous les cas, tu évoques donc le parcours de changement qui sont difficiles. Bien sûr que les parcours de changement en soi, c'est un parcours très difficile. Bien sûr, tu as tout à fait raison de le souligner. C'est aussi pour ça que c'est énergivore et que ça nous coûte. Et qu'on aimerait avoir des résultats faciles et efficaces tout de suite. Mais c'est pas aussi simple que ça. On a souvent des choses à réparer en nous-mêmes, des choses à réparer avec ce qu'on a vécu. Hein. On dit souvent il est plus facile de faire des enfants forts que de réparer des adultes blessés. Ben, je pense qu'on le vit, nous, en tout cas en tant qu'adultes, de réparer des adultes blessés. Et c'est pas simple. Et c'est vraiment quelque chose de pas simple. Et surtout que derrière, ça rajoute en fait le fait de vivre comme une injonction, le fait d'accompagner les émotions de ses enfants quand on sait même pas quoi foutre avec les siennes. Voilà, c'est un vrai sujet. Et du coup, en effet, il faut pouvoir accompagner les parents. Alors, en termes d'action des pouvoirs publics, pour revenir un petit peu, parce que ça plusieurs fois je l'ai dit, je vais revenir, donc j'y reviens. Moi je pense qu'il faut militer pour ça. Je pense que déjà, il y a un sujet sur le congé paternité, hein, qui est toujours le cas. Je pense qu'il y a aussi un sujet sur le congé parental, globalement. Mais je pense en tout cas qu'à minima aussi, il faut militer pour des cours de préparation à la parentalité, qui soient fournis par les pouvoirs publics dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité, donc avant l'accouchement. Je pense qu'il faut pouvoir évoquer tous les sujets, évoquer les sujets d'éducation, évoquer les sujets de choix avec l'enfant, de l'allaitement, du cododo, ce que j'appelle dans mon livre, moi, le projet parental. Je pense que c'est un vrai sujet, et je pense qu'il faudrait que les parents puissent ensemble assister comme ça à des accompagnements tout au long de la préparation à la grossesse et à l'accouchement, des accompagnements qui soient pris en charge, qui soient donnés par des professionnels de santé. Nous avons ce qu'il faut. Alors, peut-être pas en effectif, mais en tout cas, nous avons ce qu'il faut en compétences dans le système français. Je pense bien sûr au PMI, je pense aux infirmières puéricultrices, aux EJE, donc aux éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, voilà, et il y en a d'autres. Alors oui, je sais bien qu'on va toujours trouver un contre-exemple de « mais moi, telle personne, elle m'a dit ça, telle personne a foiré mon allaitement », mais je vous garantis que dans la très grande majorité, il y a aussi beaucoup d'exemples positifs. Voilà, ce sont des gens qui sont des spécialistes de l'accompagnement parental et du développement de l'enfant. Et je pense que vraiment, on devrait se battre pour que ce service public se développe au maximum et qu'on puisse, par exemple, dans les PMI, avoir des visites avec un ou une pédiatre ou une infirmière ou une puère, par exemple, sur ok, c'est quoi être parent, à quoi je m'attends, pour pas qu'on nous vende du rêve, pour qu'on sache exactement, on sait très bien que c'est pas exactement, je dis n'importe quoi là, en tout cas qu'on ait une vision plus juste de ce qui pourrait nous arriver, et qu'on puisse se préparer dans les meilleures conditions possibles, et que cet accompagnement puisse se continuer. Et c'est comme ça en effet qu'on accompagnera les parents, parce qu'aujourd'hui, comme tu le soulignes avec une très grande justesse, on met en place une loi, mais pas de moyens pour accompagner les parents, si ce n'est des amendes et des sanctions. Et alors là, il y a une grande dichotomie quand même. Enfin, il y a un grand problème dans le raisonnement, c'est qu'on dit à des parents d'abandonner les comportements, ou du moins de s'éloigner des comportements de sanctions, et les comportements coercitifs, tout en les menaçant d'être sanctionnés. Ça n'a aucun sens. C'est quand même mon métier, l'accompagnement de l'humain, en termes de compréhension de la consigne, ça n'a aucun sens. Et les campagnes, malheureusement, qui ont été produites même depuis la loi 2019 sur les sujets des violences éducatives ordinaires, sont des campagnes qui ne sont quasiment que dans la culpabilisation. On a besoin de dire aux parents comment faire et d'arrêter de leur dire que ce sont des grosses merdes. Voilà, très clairement. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait évoluer les choses. Déjà qu'on a dit une immense bêtise, je pense, au moment de la sortie de cette loi que je suis très content qu'elle soit sortie, mais je pense qu'on a fait une énorme erreur de communication en disant aux gens « vous n'avez plus le droit de frapper vos enfants » en l'occurrence. Parce que, très sincèrement, personnellement, à partir du moment où on me dit « vous n'avez plus le droit de », peu importe ce qu'on va mettre derrière, j'ai vu ça comme quelque chose d'injuste. Et je pense qu'il y avait d'autres communications à mettre en place. J'espère que le gouvernement et les instances, en tout cas, les gens qui ont les moyens des pouvoirs publics sur le sujet, évolueront vraiment dans ce sens-là. Donc c'est un gros sujet, et tu as soulevé déjà beaucoup de sujets. Je vais revenir maintenant sur
ton propos sur les invités un peu contradictoire. En effet, je te rejoins aussi. Après réflexion, il y a très peu d'intérêt d'inviter, en tout cas dans mon podcast, des gens, tu cites le cas de Caroline Goldman, avec qui je suis en désaccord idéologique sur certains points de fond. Attention, je précise quand même une chose, ne nous trompons pas, on n'est jamais en désaccord à 100% avec quelqu'un. Il y a certains épisodes de Caroline Goldman, de son podcast, que je trouve extrêmement pertinent. Voilà. Et maintenant, on a un problème idéologique de fond ensemble. Enfin, moi, j'ai un problème en tout cas avec son propos. Donc voilà, en effet, l'invité dans mon podcast, ça n'a que très peu de sens. Je ne toucherai pas à sa communauté. Et du coup, au pire, je vais exaspérer la mienne. Ça aurait du sens peut-être en effet dans un endroit neutre, comme je l'ai déjà répondu dans une autre réponse. Je pense que là oui, ça pourrait être intéressant, surtout que je n'ai ni temps ni énergie à dépenser pour me retrouver dans mon podcast face à quelqu'un que je voudrais essayer de convaincre alors que je pense que c'est pas le bon chemin, et que cette personne essaie aussi de me convaincre alors que ça n'est de toute façon pas le bon chemin. Donc je pense que c'est intéressant aussi par contre d'oser en parler, parce que c'est intéressant que les parents sachent qu'il y a différentes propositions de réflexion qui sont là sur le tapis, et ça peut les aider aussi à se positionner dans la nuance. Ça par contre c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Concernant les invités politiques, alors c'est quelque chose que je réfléchis. J'y réfléchis vraiment. Parce que je pense que c'est aussi l'occasion de laisser une trace de certains propos, notamment sur les sujets de la parentalité, et de pouvoir renvoyer à ces traces-là, de pouvoir renvoyer à ces propos. Maintenant, voilà, déjà il faut que les gens soient d'accord, ce qui n'est pas forcément évident vu certains de mes positionnements. Il faut aussi que j'assume certaines positions. Par exemple, je ne suis pas un média du service public, je ne suis pas un média qui a vocation à être neutre. Par exemple, si jamais je faisais ça, je choisirais sûrement de ne pas inviter des gens de l'extrême droite, parce que c'est trop loin de mes idées politiques. Voilà, donc je réfléchis à la question. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur les propositions d'invités que vous pourriez avoir dans le champ politique, ça m'intéresse, et les questions que vous aimeriez leur poser, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que j'essaie de construire justement cette idée-là, cette proposition-là. Je pense que ça peut être très très intéressant. Et en même temps, si c'est pour avoir des gens qui seront toujours dans l'opposition et qui n'auront jamais les manettes, ça m'intéresse moyen. Mais voilà, il y a certaines personnes qui sont quand même dans des commissions, qui sont à des postes de responsabilité. Ça peut être intéressant d'en parler et de voir leurs moyens d'action. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi sur ce sujet-là, ça m'intéresse énormément. Dernier point concernant l'instruction en famille. Alors oui, le sujet est important et il est essentiel. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. En toute transparence, on a beaucoup lutté pendant des mois et des mois au moment des débats sur cette loi. On a fait énormément de choses. La lutte continue. Hein. Je suis moins sur le champ public sur le sujet, mais je suis très actif au niveau de certains députés et au niveau de certains sénateurs et d'autres personnes. Après, je pense qu'il y a des associations qui sont là. Je pense aux Enfants d'abord, à Uni. Je pense qu'il y a des associations qui sont là. De toute façon, très concrètement, et ça je l'ai bien compris en militant il y a 2 ans, ce sont elles qui ont les moyens. Donc voilà, moi j'ai pas les moyens à moi tout seul de faire basculer quoi que ce soit. Ce que je me suis engagé à faire et ce que je fais à chaque fois, c'est que dans tous les médias dans lesquels je suis passé, j'ai précisé que ma fille était instruite en famille. Ça a amené des discussions très intéressantes avec certains journalistes, et j'espère que peut-être ça débouchera sur quelque chose à un moment. Donc après, bien sûr, malheureusement c'est un petit peu toujours pareil. Maintenant il y a des nouvelles familles qui arrivent et qui se rendent compte que c'est problématique, que ce soit sur des sujets de situations de handicap ou des sujets de harcèlement ou d'autres sujets de situations propres à l'enfant. Elles se sont vues refuser les dossiers ou se rendent compte que c'est un parcours compliqué et voilà, et maintenant elles se sentent concernées. Oui, c'est triste. On a fait, je pense que très sincèrement, toutes les personnes avec qui j'ai pu militer sur le sujet pendant des mois et des mois et des mois, même ça se compte en années maintenant,
on a essayé d'expliquer aux personnes pas concernées qu'en fait ça les concerne. Je me rappelle très bien le texte d'André Stern qui explique que la liberté, c'est un peu comme le gilet de sauvetage sous son siège quand on prend l'avion. A priori, il y a peu de chances qu'on s'en serve, mais on est très content de savoir qu'elle est là. Aujourd'hui, ce gilet de sauvetage, on l'a plus. Il y a des familles, en effet, qui se rendent compte que, malheureusement, ça aurait été chouette qu'on le garde. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, je pense qu'il faut pas s'arrêter de militer. Moi maintenant, ma stratégie à moi, c'est de renvoyer vers les assos. Voilà. Donc après, les assos, elles savent que je suis disponible, elles savent que je suis là. Elles me sollicitent pas, ça les regarde. Moi en tout cas, je renvoie vers les assos parce que ce sont elles qui ont les moyens financiers. Je rappelle qu'il y a eu quand même une très très grosse cagnotte qui a été faite pour les assos. Donc les assos ont des moyens financiers, elles ont les moyens humains d'avoir des actions groupées, coordonnées. Voilà, ce sont ces personnes-là qui ont les clés. Après, si à un moment les médias se penchent sur le sujet et qui me contactent, sachez que moi j'irai sans problème. Voilà. Je n'hésiterai pas, je connais très bien le dossier, je n'ai aucun problème à en parler en public, mais pour l'instant c'est absolument pas d'actualité. Voilà. Donc j'espère que ça évoluera. Je pense qu'une des bonnes stratégies à faire, qui est malheureusement une stratégie très épuisante, c'est de continuer les procédures, de continuer d'aller aux tribunaux administratifs, de continuer d'accumuler un maximum de décisions qui vont dans le sens des familles pour pouvoir faire réexaminer le décret et peut-être la loi, mais je pense que dans un premier temps ça serait bien de viser le décret qui est extrêmement restrictif. Voilà, donc après les assos ont aussi les moyens de jouer sur tous les tableaux, que ce soit le Conseil européen, attaquer la loi ou attaquer le décret et les tribunaux administratifs. Les moyens sont là. Donc je pense qu'à un moment, chacun sa place. Voilà. En revanche, tu disais d'en parler à titre personnel. J'aimerais bien, en effet, enregistrer un épisode avec ma compagne sur le sujet. Je lui pose la question régulièrement. Voilà, pour l'instant, elle a pas dit oui. En tout cas, c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est qu'elle a pas dit oui pour l'instant, aussi parce qu'elle a d'autres sujets à traiter de son côté. Mais j'espère en effet qu'on pourra faire ce petit épisode-là. En attendant, je vous invite à retrouver l'ensemble des épisodes sur Instruction en famille que vous pouvez avoir dans mon podcast, qui sont que ce soit avec des parents, avec des enfants aussi. Je pense à San, je pense à Isia. Voilà, sur ces sujets-là. Vous avez tout un tas d'exemples de familles différentes qui sont disponibles dans le podcast. Ça avait été envoyé à des députés, notamment l'épisode avec San avait fait basculer des députés, donc c'était vraiment un chouette truc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question pour cette réponse. Merci beaucoup, Laïla, pour tes questions et tes échanges. J'ai beaucoup apprécié d'écouter tes différents audios. J'ai répondu du mieux que je pouvais. J'ai répondu avec mes tripes aussi par moment. Je pense que ça s'entendra. Voilà, merci beaucoup pour ces échanges. J'aime beaucoup ce format d'échange sur le podcast. J'espère qu'ils seront nombreux et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.